au percement de la rue Blatin, accompagné d'un éclairage et surtout d'une rue large qui permettait à la troupe de passer pour réprimer d'éventuelles rechutes d'émeutes. Ici, Sa Majesté Napoléon III s'est adressé à une foule en délire en 1862. Ici toujours, en 1895, le 26 mai très exactement, le président de la République, troisième du nom, Félix Faure, est venu pour un concours agricole, reçu évidemment par la foule ici. Il est venu aussi pour poser la première pierre du lycée Jeanne d'Arc. Et la place à cette occasion était transformée en vélodrome. Vous savez un petit peu, on avait notre Veldiv. Le Félix Faure, qui est un homme heureux puisqu'il est mort en effectuant des travaux on ne peut plus naturels et jouissifs. Ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'immenses foules se sont rassemblées, sans doute composées des mêmes personnes, ou en grande partie, pour accueillir le maréchal Pétain, qui est venu à plusieurs reprises entre 1940 et 1944. Puis ils se sont retrouvés au moment de l'évacuation de la ville par les troupes allemandes au mois d'août 1944. Je dis évacuation parce que Clermont n'a pas été libéré. Il n'y a pas eu de combat pour la libération de la ville, puisque les libérateurs ont gentiment attendu plus de 24 heures après le départ des Allemands pour pointer leur nez dans la cité. Changer un petit peu polariser. On va polariser sur les visites du général de Gaulle et puis une autre visite tout à fait exceptionnelle, puisque celle du général de Gaulle, on ne peut pas dire que c'est exceptionnel. Le chef d'État qui vient dans une ville, c'est pas exceptionnel. Mais l'autre visite l'est beaucoup plus. De Gaulle est venu à Clermont le 1er juillet 1945. Et il est venu en libérateur officiel et chef du GPRF, gouvernement provisoire de la République française. Il débarque à la gare de Clermont le 1er juillet à 9h. Et quand on lit la presse de l'époque, c'est-à-dire essentiellement la montagne, même uniquement la montagne, l'avenir du plateau central et le moniteur ayant été interdit en septembre 1944, et l'avenir du plateau central est devenu déjà la Liberté, rue du Port. Les vieux Clermontois se rappellent peut-être de ce journal disparu en 1965. Alors au programme, une prise d'armes pour Sablon, accompagnée de remises de décorations, notamment Légion d'honneur, reçue par le commandant Fournier, le capitaine Jean Taner et le lieutenant Brunon. Ce sont des noms de la résistance officielle connue des Clermontois. Un enfant de chez vous qui donne à la République pleine et entière satisfaction. Le même général de Gaulle dira quelques mois plus tard à Valéry Giscard d'Estaing, toujours secrétaire d'État aux Finances, et qu'il voulait qu'un emprunt porte son nom. De Gaulle répondra, Giscard d'Estaing, voilà un joli nom d'emprunt. Vous voyez qu'on peut changer d'avis assez rapidement quand on fait de la politique. Et De Gaulle se remet à faire du De Gaulle. J'ai tenu à venir dans les montagnes voir ceux qui travaillent, voir ceux qui cultivent. J'ai été réconforté par tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu. Je vous redis ici, vous imaginez le personnage, ma confiance dans l'avenir de notre pays qui joint le souci de la modernité au respect de nos traditions. Tout le banc et l'arrière-ban de la diabétologie auvergnate est sur le pied de guerre au cas où le général le président ferait un malaise. De malaise, pas de malaise. Par contre, diabète et âge aidant, le président défaille de la vue lorsqu'on lui remet devant la maison de la presse un coussin couvert de médailles et décorations diverses qu'il doit remettre à l'occasion de sa visite. Il rate le coussin et les médailles tatinent à bulles devant la maison de la presse dans un
joyeux désordre. Et je vous prie d'imaginer un instant les grands moments de solitude alentour. Bien sûr, encore et déjà, pas un mot de tout ça dans la presse. Exceptionnelle, c'est celle le 24 juin 1965, de 18h à 23h, de Youri Gagarin. Alors, Youri Gagarin a révolutionné l'espace en révolutionnant autour de la Terre le 12 avril 1961 à bord du lanceur soviétique Vostok. Et il va faire une révolution complète autour de la place de Jaune dans un désordre extraordinaire avec une foule en délire, au milieu d'une foule en délire. Et il est accompagné, Youri Gagarin, d'un médecin de l'espace, qui est Boris Egorov. Il est aussi accompagné d'un autre personnage de la délégation soviétique, qui est Vassili Kuznetsov. Et Vassili Kuznetsov est alors conseiller technique des cosmonautes. Il deviendra à 3 reprises, entre 1982 et 1985, c'est-à-dire dans l'après-Brejnev, au moment de Tchernenko, d'Andropov et de tous ces gens à l'aspect fort sympathique. Il deviendra président par intérim du présidium du Soviet suprême, c'est-à-dire qu'il assurera les transitions entre les décès successifs, les mises à l'écart et autres. Le cortège arrive de Vichy par Montferrand. Et on note, le premier point chaud de la journée fut sans aucun doute la place de la Fontaine. Le service d'ordre est complètement débordé par les Montferrandais qui se ruent sur le cortège Egorov-Gagarin. Puis commence, dit-on, la marche triomphale des deux cosmonautes. Cette marche triomphale, bien sûr, est ponctuée par quelques passages obligés. Nous avons un dépôt de gerbes au monument de la rue Montlosier, puis le grand salon de l'hôtel de ville en tenue d'apparat. Ensuite, on passe à l'office municipal de tourisme qui se trouve alors boulevard Gergovia. On est accueilli par l'adjoint et directeur du dit office qui est Maurice Prada, accompagné du secrétaire général de cet office, M. Barbala, René de son prénom, et on dîne à l'aérogare. À ce dîner assistent notamment Gilbert Sarvier, que je ne présente pas, et Louis Chartoir, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie. Des milliers de photographes et caméramans amateurs qui mitraillent littéralement les deux Fiat 1300, l'une portant juché assis dessus carrément le tout petit Gagarin qui fait 1m60 et l'autre Boris Egorov. L'enthousiasme est tel devant l'office de tourisme boulevard Gergovia que la porte de l'office de tourisme vole en éclats, blessant légèrement le commandant des gardiens de la paix Clermontois, le commandant Aubert, l'un des membres du service d'ordre et une spectatrice qui se trouvait là par inadvertance. Furieux parce que les gens venaient chez Salah voir le Guignol et n'allaient donc pas enrichir le café du Globe au-dessus. Alors il y a eu des procès à n'en plus finir. Cette petite précision de l'époque qui est parue dans le Moniteur du Puy-de-Dôme, qui était le journal référent pendant très très nombreuses années et qui a lui aussi disparu en 1944. Il faut aller au Guignol pour passer en famille une agréable soirée à peu de frais. Les places y sont si bon marché. Les premières sont à 0,75 francs, les secondes à 0,50 et les troisièmes à 0,30. Le Guignol lyonnais n'amuse que les enfants et les gens d'esprit, qu'on se le dise. Alors, le Vercingétorix d'Auguste Bartholdi, vous savez aussi qu'il est l'auteur du Lion de Belfort et de la Statue de la Liberté à New York. Ce Vercingétorix au-dessus de nous n'a évidemment rien à voir avec le vrai Vercingétorix, qui était imberbe, né à partir du milieu du 19e siècle
Vercingétorix a été érigé au rang de symbole de la France qui se bat jusqu'à la mort, sans compromis ni compromission. On lui a même réservé un opéra, Fleurambon, l'Arvénie de carte postale, en 1929 à l'Opéra Comique. La musique était de Joseph Canteloube et le livret ainsi qu'une partie des décors était signé Étienne Clémentel. Et arrive enfin novembre-décembre 1901. La statue du héros Arverne sort des ateliers parisiens du fondeur Jabeuf. Très important le fondeur, parce que le sculpteur sans le fondeur, il ne se passe rien. Elle est destinée à orner l'une des places de Clermont-Ferrand, mais auparavant elle va rester exposée quelque temps sous la coupole centrale du Grand Palais des Champs-Élysées. Donc les Parisiens l'ont vue avant nous, Juvénard. Cette statue est tout à fait imposante, avec ses 4,70 m de long, ce qui interdit un transport en pièces détachées par le train. Enfin, le 11 octobre 1903, c'est l'inauguration. Le président du conseil, Émile Combes, le petit père Combes, qui était médecin et aussi docteur en théologie, qui explique peut-être les lois qui vont intervenir quelques années plus tard. Le général André, ministre de la guerre, et Mougeot, le ministre de l'Agriculture, entourent monsieur le maire, Louis Renon, et une centaine d'élus et personnalités diverses, et évidemment les Clermontois en foule, sous le soleil de la place de Joux.